Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, ce podcast dédié à la course à pied, au running, aux activités outdoor et on se retrouve chaque vendredi pour un nouveau contenu. Nous en sommes aujourd'hui à l'épisode 280 et nous allons plonger dans un sujet qui suscite de nombreuses interrogations pour les sportifs, à savoir les protéines et leur rôle sur notre fonctionnement corporel. Avec l'aide d'Aude Bazin, mon experte en nutrition sportive, nous allons décortiquer dans cette capsule L'œil de la diète ce que sont vraiment les protéines, pourquoi sont-elles si importantes pour notre pratique et surtout démystifier ces fameuses boissons et aliments enrichis en protéines qui envahissent les rayons de nos supermarchés. Alors ces produits sont-ils réellement utiles ? Apportent-ils un avantage pour notre récupération, notre construction musculaire ou même la gestion du poids ? Vous découvrirez la réponse argumentée d'Aude. Vous apprendrez également comment adapter vos apports en protéines selon vos entraînements et quels aliments privilégier pour une alimentation équilibrée et performante. Cette capsule, l'œil de la diète, enregistrée en partenariat avec Happy Run, marque de nutrition sportive française et à base de produits naturels, du miel, vous apportera de précieux conseils pour booster vos performances tout en gardant une alimentation saine et accessible. Protéines, démêlons le vrai du faux, c'est le sujet de cette capsule L'œil de la diète enregistrée avec Aude Bazin. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Aude, je suis ravi de te retrouver pour une nouvelle capsule L'œil de la diète enregistrée en partenariat avec Happy Run. Bonjour Pascal et bonjour Laïla. Aujourd'hui, ça fait suite à un reportage que j'avais vu sur l'émission Capitale d'M6 où on exposait ces boissons et ces aliments aujourd'hui enrichis en protéines. On voit fleurir ces produits dans nos rayons de supermarché. Alors, j'ai relevé quelques marques, Ipro, Lindal, les Skier et même les marques distributeurs se mettent à de tels produits. Alors je voulais savoir, Aude, si ces produits avaient un intérêt pour le sportif parce qu'on nous vante qu'ils sont bons pour nous les coureurs à pied et sportifs d'endurance parce qu'ils sont enrichis en protéines. Alors tout d'abord, bienvenue avant que nous puissions débattre sur ce sujet. Bonjour Sébastien, merci de me proposer de venir pour parler de ce sujet. C'est un sujet que je trouve extrêmement intéressant parce que c'est vrai que on a tendance à penser que pour les sportifs, le truc le plus important, c'est les protéines. Et je vais vous expliquer comment on va bien les choisir pour atteindre tous ces objectifs, que ce soit la performance et ou le poids. Est-ce que l'on peut, Aude, dans un premier temps, rappeler ce qu'est la protéine et qu'est-ce qu'elle va avoir comme importance sur notre quotidien, sur le fonctionnement corporel ? Alors, la protéine, c'est une longue chaîne d'acides aminés qui sont enroulés sur eux-mêmes, comme on ferait un petit, un petit morceau de bolduc sur un papier cadeau. Sur un cadeau de fin d'année, ça ressemble à ça, une protéine. Et ces acides aminés, il faut qu'il y ait les 9 acides aminés essentiels pour être sûr que la protéine soit complète. Donc, la protéine, elle est complète quand c'est une protéine d'origine animale. Le plus souvent, quand on parle d'une protéine végétale, elle n'a pas l'ensemble des acides aminés essentiels. On dit qu'elle a un facteur limitant en fonction du type d'acide aminé qui lui manque. Et à ce moment-là, elle a moins d'intérêt, notamment pour le sportif, mais pour tout le monde. Donc, tu m'as demandé le rôle de la protéine. La protéine, elle va être utile pour la construction musculaire. Le muscle, il est fait de protéines. Pour réparer les micro-lésions musculaires que l'on va produire au cours de l'exercice, on a besoin pour récupérer d'un peu de protéines. On a besoin pour limiter la casse de ces protéines, justement de ces protéines musculaires, on a besoin d'un peu de protéines. Et chez le sportif, c'est vrai que le besoin en protéines est un peu supérieur
à une personne qui est sédentaire. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui est simplement actif, qui va marcher dans la journée, environ 4 à 5 km, on va dire que 1 gramme de protéines par kilo de poids corporel et par jour va être suffisant. Donc, ça signifie, pour quelqu'un qui pèse 60 kg, ça va faire 60 grammes de protéines, en sachant que dans 100 grammes de viande, il y a 20 grammes de protéines, mais les protéines, on en trouve dans d'autres aliments, comme les pâtes, les produits laitiers. C'est assez rapide d'arriver jusqu'aux 60 grammes. Mais chez le sportif, eh bien, plus il y a d'activité physique, plus il y a de volume d'entraînement, plus il faut consommer de protéines. Et il est important d'assurer jusqu'à 1,5 g de protéines par kilo de poids corporel et par jour. Et dès lors, on voit bien que le discours qui vise à dire « attention, mangez moins de viande », c'est pas forcément un discours qui est adapté pour tout le monde et en particulier pour les sportifs qui font de l'endurance et qui ont un gros volume d'entraînement par semaine. Par rapport à ces besoins nutritionnels en protéines, est-ce que tu as un tableau, une proportion avec des aliments avec un taux de protéines plus important que la moyenne? Quel serait finalement ton top 3 des aliments qui vont être la source d'un grand nombre de protéines? Alors, je ne sais pas si on peut parler de top 3 parce que tout ce qui va être viande, œufs, poisson, ça, ce sont des aliments qui ont une composition à peu près similaire en protéines de très bonne qualité et en quantité de protéines aussi. Donc, ces 3 types d'aliments, viande, œufs, poisson, contiennent aux alentours de 20 à 25 grammes de protéines pour 100 grammes de produits. Et ensuite, on a les produits laitiers. Plus les produits laitiers sont affinés, c'est-à-dire je pense particulièrement au fromage, plus ils sont riches en protéines, parce que moins il y a d'eau. Mais attention, pour le fromage, plus il y a de protéines, plus il y a de graisse aussi. Donc les fromages affinés, ils sont intéressants par rapport à la teneur en protéines, mais ils sont aussi assez gras, de graisse saturée. Donc attention à les limiter puisque les graisses saturées vont favoriser l'inflammation, ce qui est déjà quelque chose d'assez prévalent chez les sportifs. Et ils sont salés, ce qui va favoriser aussi les problèmes d'articulation notamment. Et ensuite, on a les produits laitiers qui ne sont pas affinés, donc les yaourts par exemple, les fromages blancs, les produits laitiers fermentés. Et eux, ils vont avoir une teneur en protéines plutôt intéressante, de l'ordre de 3 à 5 grammes de protéines pour 100 grammes de produits, en fonction de l'égouttage notamment. Et ce sont des protéines laitières, c'est-à-dire des protéines animales, qui ont donc ce profil complet. On parlait d'acides aminés essentiels, donc ce sont des protéines de très bonne valeur biologique. Après, on va passer aux protéines végétales, c'est-à-dire à les protéines des légumes secs par exemple. Quand elles sont combinées à des céréales, ça va nous donner des protéines complètes, mais les quantités de protéines sont malgré tout un peu inférieures. Alors sur les bienfaits et l'utilité de ces protéines, on l'a dit, sur la construction musculaire, sur la récupération, donc ça va avoir des impacts. Est-ce que sur le poids, ça peut également avoir un intérêt, cette consommation de protéines dans quelqu'un qui voudrait stabiliser son poids avec un pouvoir de satiété peut-être important dans ces protéines? Alors, les protéines et le poids, c'est une grande histoire. C'est vrai que les protéines, c'est très intéressant quand on veut gérer son poids parce que ça a un fort pouvoir rassasiant. Mais au-delà du pouvoir rassasiant, il faut pas oublier que l'alimentation, c'est pas qu'une histoire de la protéine c'est rassasiant, donc je ne vais manger que des protéines. Ça fonctionne pas. La protéine, pour gérer son poids, elle est intéressante parce que elle va moduler la charge glycémique d'un repas. Et c'est en ça qu'elle aide à maintenir un poids stable. En revanche, si on ne mange que des protéines ou si on en mange trop par rapport à ses besoins, bah là, on risque quand même de prendre du poids parce que la protéine, ça reste autant de calories que 1 gramme de sucre. 1 gramme de protéines, c'est 4 calories au même titre qu'1 gramme de sucre. Alors, je n'ai pas tendance à compter la calorie, mais à un moment donné, on est quand même obligé. On peut pas se dire, c'est open bar sur les protéines parce que de toute façon, je vais perdre du poids. Ça fonctionne pas comme ça, d'autant que les protéines ne se valent pas et qu'en fonction de leur source, il y en a qui vont avoir, elles ont toutes cet effet rassasiant, plus ou moins en fonction du type de protéines, mais
il y en a qui vont avoir un effet contraire. Je m'explique. Est-ce que tu connais le principe de la charge glycémique ? On en a déjà parlé ensemble, je crois, quand on avait fait l'épisode sur comment retrouver son poids de forme après un marathon. Exactement. Eh bien, il y a aussi une autre notion qui est hyper importante, c'est l'indice insulinogénique. Est-ce que tu connais cette notion ? Alors, pas du tout. L'indice ou index insulinogénique, c'est la capacité d'un aliment à favoriser la sécrétion d'insuline. Là où ça rejoint la charge glycémique, c'est que la charge glycémique, c'est la capacité d'un aliment à faire grimper le taux de sucre dans le sang et donc indirectement à favoriser les sécrétions d'insuline. Donc forcément, un aliment qui a une charge glycémique élevée va aussi avoir un index insulinogénique élevé. Donc tu prends du riz, tu as un index insulinogénique élevé. En revanche, dans les produits qui sur papier ont l'air parfaits parce que c'est riche en protéines, c'est pauvre en graisse et pauvre en sucre, il y a certains produits qui ont un indice insulinogénique élevé. Et c'est justement ces produits-là qui vont faire monter le taux d'insuline, alors que quand tu regardes l'étiquette, ils ont l'air parfaits pour la gestion du poids. Et pourtant, en favorisant les sécrétions d'insuline, ils vont favoriser la prise de poids. Et c'est toute la problématique des boissons et aliments enrichis en protéines d'origine animale, comme les Hi-Pro, Lindal et Skyr, qui sont des produits riches en protéines, mais pauvres en graisse, et éventuellement pauvres en sucre. Quand on compare un yaourt à la grecque, tout ce qu'il y a de plus basique, un petit peu gras, mais c'est ce qui le rend bon aussi et très doux, et qu'on le compare à un yaourt enrichi en protéines, eh bien, l'indice insulinogénique du yaourt à la grecque est beaucoup plus bas que celui d'un yaourt enrichi en protéines de type Lindal ou Skyr. Alors, sachant que je me suis posé la question devant ces rayons, j'ai testé également. Et en fait, quand tu regardes le packaging, on te vante une boisson ou un yaourt qui va contenir 28 grammes, 30 grammes de protéines. Sauf que si tu le ramènes à cette quantité, qui serait une quantité, on va dire, mesure de 100 grammes, c'est pas beaucoup plus intéressant qu'un yaourt, comme tu l'as dit, à la grecque, ou comme l'épisode qu'on a pu traiter sur les œufs, avec un taux de protéines sur ces aliments ultra transformés qui vont être pas dérisoires, mais comme tu l'as dit, il y a peut-être autre chose derrière, c'est masqué. Et cette promesse que l'on fait aux sportifs de dire tu vas prendre un yaourt à boire enrichi en protéines, derrière, c'est pas si bénéfique que ça. Moi, je me suis posé la question, est-ce que c'est une révolution nutritionnelle ? Est-ce que ça a un intérêt réel en tant que sportif ? Alors, en tant que sportif, non, ça c'est certain. En fait, ces produits-là, j'ai essayé il n'y a pas très longtemps parce que je me suis dit qu'il fallait quand même pas que je meure idiote. Donc, comme je suis très fan de mousse au chocolat, je me suis dit je vais essayer la Hi-Pro mousse au chocolat enrichie en protéines. Je la prends, arrivée à la maison, je regarde. Bon, je t'accorde que c'était un petit peu tard pour regarder, mais je regarde la valeur nutritionnelle et déjà, première déception, effectivement, c'est pas si riche que ça en protéines. J'aurais fait une mousse au chocolat moi-même à base d'œufs, eh bien, je crois que j'en aurais eu presque autant. Autre point, grosse déception au niveau de la dégustation parce que moi qui adore la mousse au chocolat avec des œufs et du chocolat, j'en étais pour mes frais, c'était plus de la gélatine et des produits ultra transformés. Et là, on arrive à un autre point qui est problématique, c'est qu'effectivement, alors pas sur tous, il y a des produits qui sont assez basiques, mais certains de ces produits enrichis en protéines sont ultra transformés et cette ultra transformation, elle va favoriser de l'inflammation au niveau intestinal d'une part, mais cette inflammation va risquer de favoriser une blessure au niveau musculaire après. Donc, en fin de compte, je vois pas tellement l'intérêt que ça peut avoir pour un sportif de consommer ces produits-là. Sachant qu'en termes de coût, ce sont des doses, entre guillemets, de produits qui vont être relativement coûteuses en comparaison d'un produit basique tel que le yaourt ou qu'un pot de fromage blanc. Enfin, je me suis baladé, j'avais d'un côté cette boisson Hi-Pro et de l'autre côté un paquet de fromage blanc mais d'une marque distributeur.
Je dis oui, mais c'est du simple au double, voire du simple au triple. Donc là, Au triple, tout je à dirais que fait. c'est le consommateur qui trinque de ces promesses que l'on peut lui faire croire de bienfaits pour la santé. Alors c'est le cas, et là on vient un petit peu sur ce terrain des produits enrichis en protéines. C'est le cas d'autres produits. Là, en dehors du côté pratique, on peut le consommer assez rapidement, mais encore que, tu l'as dit, une mousse au chocolat que tu vas faire à la maison, ça prend pas énormément de temps. Un yaourt à déguster ou un pot de fromage blanc, c'est aussi simple que ces boissons-là. Donc, en dehors de ce marketing, on va dire, très percutant, il n'y a pas d'intérêt finalement. Alors, l'intérêt qu'on pourrait éventuellement voir, c'est si c'est pour une consommation occasionnelle. Admettons, par exemple, que tu as une séance que tu veux caser sur ton temps du déjeuner et que tu n'as pas le temps de déjeuner après. Eh bien, si tu t'es acheté une bouteille d'une boisson type iPro qui te promet effectivement 25 grammes de protéines sur la bouteille, tu prends ta bouteille de protéines, tu as pris soin à côté de t'acheter une barquette de tomates cerises, même si c'est pas la saison. On est d'accord que rien de tout ça n'est très correct parce que la tomate elle est plus de saison, qu'on est sur un produit ultra transformé, mais ça rend service. En dépannage, on peut pas cracher dessus, mais il faut que ça reste des dépannages et on peut pas envisager que ça fasse partie d'une alimentation équilibrée quotidienne. Aude, si on veut revenir sur des bonnes pratiques au quotidien avec une alimentation qui va être beaucoup plus globale et pas seulement sur ce one shot comme on a pu le dire, quelles seraient les bonnes pratiques pour intégrer les protéines dans son alimentation? Est-ce qu'il en faut à chaque repas? Est-ce que on a, en fonction peut-être des jours d'entraînement, une consommation qui va être majorée? Si on a un entraînement fort, est-ce que la veille, on va apporter un petit peu plus de protéines, ou est-ce qu'au lendemain ou juste après une séance qui aura été un petit peu plus intense, on va augmenter la dose en protéines? Alors, en fait, il y a plusieurs questions dans ta question. C'est-à-dire que les protéines, oui, mais quand on parle de protéines, on a tendance à scinder le nutriment de l'aliment. C'est-à-dire que quand tu parles de protéines, tu pourrais tout à fait me dire, moi je mange de la protéine de pois parce que j'ai trouvé ça au magasin bio et je trouve que ça me permet de varier mon alimentation ou de respecter mes convictions végétariennes. Et pourtant, ça n'apporte pas les mêmes choses. Donc quand on parle de protéines, on parle de quoi? Il faut bien comprendre que chez un sportif, les besoins sont majorés. Donc on sait qu'effectivement, il faut manger un peu plus de protéines. Mais les protéines, ce qui est important, c'est de les trouver dans des aliments de type viande, poisson, œufs, parce que au-delà de la protéine, ces aliments-là, donc viande, poisson, œufs, vont contenir aussi des micronutriments comme le zinc, le fer, qui sont essentiels aux sportifs pour transporter l'oxygène dans le sang, pour apporter une bonne immunité aux sportifs. Et ça, on le trouve pas uniquement dans la protéine. Donc, essayez d'avoir une alimentation la plus omnivore possible. Ça, c'est déjà un point qui est important. Donc, ne pas se supprimer un pan complet d'aliments, une famille complète d'aliments de son alimentation, ça me paraît important. Donc, viande, poisson, œufs. Chez un sportif qui a plus de 5 heures d'entraînement par semaine, 2 fois par jour, ça me paraît important. Les 2 fois par jour, ça peut être le matin et le midi. Ça peut être le midi et le soir. C'est à la fois dépendant et indépendant de l'entraînement parce que idéalement, oui, le matin et le midi, c'est super parce que la synthèse musculaire se fait plutôt dans la matinée, donc c'est préférable de privilégier les apports en protéines le matin et le midi. Mais en fonction du travail qu'on a, est-ce que j'ai un travail posté, est-ce que j'aime prendre un petit déjeuner ou pas le matin, eh ben, on va pas changer toute notre vie par rapport à ça. Il faut pas oublier que ça doit aussi respecter notre mode de vie. Quelqu'un qui me dit, bah moi, le petit déjeuner, c'est juste pas possible, bah, il prend pas de petit déjeuner. Mais dans ce cas-là, il essaye d'avoir viande, poisson et ou œufs midi et soir. Donc tu vois, il faut quand même essayer, je pense, de sortir du dogme diététique et de s'adapter aussi à ce qu'on est en capacité de faire pour avoir une alimentation équilibrée. Alors j'entends souvent des personnes me dire ah non, mais pas de protéines le soir, hein, pas de viande le soir, parce que on va avoir du mal à les digérer. Est-ce que c'est un constat? Est-ce que c'est une croyance? Est-ce qu'il y a quelque chose de scientifique derrière? Alors, ce qui est scientifique, c'est que les protéines animales sont effectivement
plus lente à digérer. Et donc, pour le soir, pour des personnes qui ont une digestion un petit peu plus lente, on va les limiter. C'est préférable de privilégier les protéines végétales. Donc, quand on dit pas de protéines le soir, c'est surtout pas de viande, et particulièrement une viande rouge ou alors une viande avec une cuisson lente et en ragoût. Tu vois, bœuf bourguignon le soir, c'est peut-être pas l'idéal. En revanche, quand on parle de protéines, ça pourrait tout à fait être une salade de lentilles avec des légumes à côté, une petite soupe, et on aurait quand même des protéines. Et ça aide à la récupération, et c'est pas du tout un souci. Donc ça dépend pas, c'est pas la protéine qui pose problème, c'est la nature de la protéine le soir qui peut être problématique. Privilégiez plutôt les protéines végétales le soir. Et justement, Aude, une association lentilles-riz, c'est-à-dire plutôt là les protéines qu'on va trouver dans les lentilles et les glucides que l'on peut trouver dans le riz, est-ce que c'est une bonne association? Ou avec les pois chiches, on peut l'avoir également? Tout à fait. Alors, c'est une bonne association en fonction de l'objectif qu'on peut avoir. C'est-à-dire que l'association, elle est tout à fait intéressante pour compléter les protéines qui sont d'origine végétale et qui, par définition, ont un facteur limitant. Donc, les deux se complètent. Lentilles et riz, par exemple, ou semoule haricots rouges, ça fonctionne super bien. On pourrait trouver d'autres types d'associations. En revanche, quand on met une protéine végétale de type légumes secs avec une céréale, eh bien, forcément, on augmente la charge glycémique du repas, et ça, pour la récupération, c'est peut-être pas optimal. Donc, peut-être que ce qu'il faut, c'est faire attention à quel est son objectif. Est-ce que j'ai un objectif de perte de poids? Dans ce cas-là, oui, je mets des protéines végétales, mais je fais attention à pas mettre trop de céréales. Sinon, je vais avoir un repas avec une charge glycémique trop élevée et je vais quand même prendre du poids. Parce que là, ça me fait penser ce plat à un déjeuner que j'ai pu faire à la cantine, et c'était un chili sans carne. Donc, oui. C'était pas con carne, c'était sin carne. Sin carne, oui. Et j'avais trouvé l'association étrange, et en discutant avec la personne qui composait les repas, elle me dit, bah voilà, on a cette association-là où il y a quand même un peu de protéines pour les élèves, mais protéines végétales. Donc ça devait être sur une semaine sans viande, je pense. J'avais pas pensé à cette association-là entre les deux et les bénéfices que ça pouvait apporter. Alors, les bénéfices, ils sont limités si c'est pour un déjeuner. Parce que pour un déjeuner, on sait que si on déjeune vers midi ou 13h et que le soir, on doit dîner seulement vers 19h ou 20h, on a un temps d'attente qui, entre les deux, peut être relativement long, voire trop long, notamment pour un sportif, et encore plus s'il y a une séance d'entraînement entre le déjeuner et le dîner. Et il ne faut pas oublier qu'au déjeuner, c'est le moment de la journée où les apports doivent être les plus importants. Le repas du midi doit couvrir 40% des apports journaliers recommandés. Donc, un plat de lentilles, il va contenir on va dire 10 grammes de protéines, enfin lentilles et riz, ça va être 2 fois moins que ce que l'on pourrait ou ce que l'on devrait manger en protéines le midi. C'est intéressant ce que tu me proposes parce que c'est typiquement une des problématiques que j'ai au CREPS, à savoir comment on peut proposer des repas végétariens aux élèves qui peuvent en faire la demande, tout en étant sûr que l'on comble les besoins en protéines. Et en fait, si on veut pas aller sur des produits ultra transformés type nuggets végétariens, eh bien, ce qui nous reste, ce sont les fameuses protéines de pois que l'on commence à trouver dans les magasins d'alimentation biologique, ou protéines de soja qui se cuisinent d'une certaine manière et qu'on va intégrer dans un plat à base de lentilles, par exemple, pour être sûr d'enrichir le repas en protéines. Ou alors, si tu décides à la maison, par exemple, de faire un plat pour le midi type lentilles et riz, ça va être intéressant d'ajouter un dessert à base de une île flottante, par exemple. La mousse au chocolat, ça fonctionne aussi, mais l'œuf, ou alors ça va être un œuf mimosa, par exemple, en entrée. Mais ajouter une protéine animale, malgré tout, ça va être important. Et d'avoir une vision globale de l'apport et des besoins sur la journée. Comme on l'a dit depuis ces dernières capsules, c'est important de ne pas voir seulement le macronutriment, mais l'alimentation avec les produits que l'on peut avoir derrière.
Si on constate un déficit en protéines, qu'est-ce que ça va provoquer sur notre fonctionnement corporel? Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous montrer qu'on est en carence de protéines? Alors oui, il peut y avoir des signes qui soient physiques. On voit que on a une perte de masse musculaire. On peut le ressentir en termes de fatigue aussi. Ça peut avoir un impact sur la densité osseuse aussi. On peut avoir un impact en termes de santé émotionnelle, c'est-à-dire que les protéines, elles servent aussi à fabriquer des neurotransmetteurs. Donc la perte de motivation du matin, le manque d'envie de se lever. Je parle pas de fatigue, je parle vraiment de j'ai pas envie, je serais quand même mieux, j'ai envie de rien. Ou alors le soir, quand on a des compulsions sucrées, qu'on a très envie de faire des actions répétitives, que ce soit des achats, du sport ou de manger, ça ce sont des signes de carence en neurotransmetteurs, que ce soit de la dopamine le matin ou de la sérotonine le soir par exemple, et ça peut être lié à un déficit en protéines. Et donc pour ces sources de protéines, Aude, on va se tourner vers, tu l'as dit, les viandes, les poissons, les œufs. Quel type d'aliments on va choisir? Parce que on le sait, il y a différentes qualités nutritionnelles. On le répète, les euros que l'on dépense dans son alimentation, on n'est pas tous égaux par rapport à cela. On peut parfois acheter et consommer des produits bio, parfois des produits qui vont être peut-être pas bio, mais d'une agriculture raisonnée et qui vont avoir les mêmes propriétés. Comment on fait pour se retrouver dans ces rayons, dans ces étalages, pour choisir les bons produits qui soient, on va dire, conformes à une bonne santé nutritionnelle? Alors, déjà on fait comme on peut. Ça c'est le truc le plus important. C'est se dire que si on peut privilégier l'agriculture française, je trouve ça bien parce que on sait que, alors au-delà du fait de faire vivre nos agriculteurs qui en ont vraiment cruellement besoin, ça c'est une chose, mais qui n'a rien à voir avec la diététique, mais on sait malgré tout que nos agriculteurs français sont soumis à des règles qui sont plus strictes que les règles de l'agriculture européenne. Et rien que pour ça, ça signifie qu'on a un label qualité, même s'il n'y a pas forcément de label rouge sur le jambon que vous achetez. Le fait de savoir que le porc est d'origine française, ça déjà c'est un gage de qualité. Et donc, l'origine de la viande peut être un premier gage de qualité. Ensuite, sur le poisson, alors le poisson, je trouve que c'est complexe parce que ça dépend vraiment, je trouve, des semaines. Quand je vais faire mes courses, je trouve que parfois, en fonction des arrivages, le poisson, il est tout à fait abordable. Et puis il y a d'autres jours, d'autres semaines, je me dis ce sera pas pour cette semaine parce que là, ça coûte trop cher pour moi. Et du coup, je préfère parfois ne pas en acheter, ou alors parfois j'en achète et puis je stocke un peu au congélateur en fonction des prix. Mais quand j'achète du poisson, je fais quand même attention effectivement à l'origine et j'essaye de l'acheter frais parce que quand vous achetez du poisson surgelé, on sait que il y a des agents type polyphosphate qui sont dans le poisson, qui sont ajoutés à de l'eau et qui vont gorger le poisson d'eau, ce qui fait que vous allez payer dans votre poisson surgelé une partie d'eau, parce que le poisson va être gonflé par rapport à ça. Donc vous payez pas véritablement 1 kilo de poisson, mais peut-être 700 grammes, étant donné qu'il y a une partie qui sera l'eau gonflée par le poisson, qui aura gonflé le poisson. Et sur les œufs, on peut se fier au chiffre qui est indiqué sur le dessus de l'œuf, que ce soit 0, 1, 2 ou 3. 0, c'est un œuf bio. 1, un œuf de poule élevé en plein air. 2, une poule élevée au sol. Et 3, une poule élevée en batterie, donc dans une cage. Là encore, on fait comme on peut. Parfois, c'est peut-être préférable d'acheter des œufs 0 ou 1 qui vont coûter de l'ordre de
30 centimes à 50 centimes l'œuf en fonction de ce qu'on achète, qui sont beaucoup moins chers que un poulet qui est peut-être pas abordable cette semaine-là. Vous voyez, je trouve que les arbitrages, ils peuvent être faits en fonction finalement de tout ce que vous trouverez dans le magasin. Parfois, on peut profiter de promotions qui sont liées à un poulet fermier, mais qui est court en date et du coup qui est beaucoup moins cher. C'est pas bien grave, il est court en date, on peut le faire cuire tout de suite et puis on a quelque chose qui tient la route pour 2-3 jours. Mais il y a moyen de se faire plaisir. Sachant que tu vois, pour revenir sur le poisson, on est parti quelques jours pendant les vacances de la Toussaint du côté de Pornic en Loire-Atlantique où on a un pied à terre et le poisson était excessivement cher alors que l'on est sur des circuits qui sont relativement courts. Enfin, le poisson, il sort de la criée, il peut être directement dans le magasin ou sur l'étalage, donc sur le marché. Et on a des prix qui sont pas toujours de bonne qualité. Enfin, sur le plan, on va dire du porte-monnaie, c'est pas toujours un bon rapport qualité-prix, alors que la source est juste à proximité. Donc, comme tu le dis, je pense qu'il faut faire des arbitrages et avoir une alimentation globale, comme on le répète depuis le début de ces capsules. Oui, et par exemple pour le poisson, parfois je vois, il y a une promo sur du saumon, j'en profite et puis je vais le faire sur 2 fois, 2 fois et je vais en congeler une partie. Et puis parfois, quand il est trop cher, je me dis il faut des poissons gras, mais à ce moment-là, si c'est pas abordable, je vais acheter du maquereau ou un autre poisson, des sardines, que ce soit en frais ou en conserve, qui seront beaucoup plus abordables en prix au kilo et qui m'apporteront les mêmes bénéfices. Alors sur le moment, il y a peut-être du monde à table qui va faire la tête, c'est pas improbable, mais en tout cas, en fonction de la façon dont c'est cuisiné, ça peut quand même aussi faire plaisir. Avant de conclure cet épisode, Aude, je vais te laisser faire une petite conclusion sur déjà les protéines et sur le sujet de l'épisode, ces aliments enrichis en protéines, est-ce qu'ils ont un intérêt pour le sportif ? Alors, les protéines sont essentielles et particulièrement pour le sportif, mais je vous recommande vraiment de les consommer dans le cadre d'aliments simples et le moins transformés possible pour profiter de tous les bénéfices qui ne sont pas représentés uniquement par les protéines en tant que nutriments, mais par tout ce que l'aliment peut contenir comme micronutriments. Ne jamais oublier que un aliment, c'est-à-dire la matrice, c'est toujours plus intéressant pour la santé et pour la performance que le nutriment isolé. Et pour ces boissons protéinées enrichies, alors, qu'est-ce que l'on peut dire finalement pour les sportifs ? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à consommer ces aliments enrichis en protéines ? Alors, pour le coup, ce sont des aliments que je vous recommande de laisser en rayon et de ne consommer que en dépannage quand vraiment vous n'avez pas le choix et que vous ne pouvez pas faire autrement. On va lancer un petit appel aux auditeurs pour savoir s'ils ont déjà testé, consommé et ce qu'ils trouvent comme bénéfice de leur côté à ces aliments et ne pas hésiter à nous faire des petits retours parce que c'est comme ça qu'on construit également nos épisodes en s'inspirant de vos questionnements. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, à nous transmettre vos interrogations et on les traitera avec grand plaisir avec Aude dans ces capsules L'œil de la diète. Merci Sébastien, à bientôt. Et chers auditeurs, je vous retrouve très rapidement pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, mais également avec ces capsules L'œil de la diète enregistrées avec Aude. Je vous souhaite une très belle semaine. Cette capsule L'œil de la diète est désormais terminée. Nous vous remercions avec Aude pour votre écoute et n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, de vos remarques, des sujets qui pourraient faire l'objet de prochains épisodes. N'oubliez pas de partager ce contenu via vos réseaux, parlez-en à vos proches, diffusez le podcast autour de vous sans manquer de vous abonner sur les différentes plateformes pour ne rater aucun épisode. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une autre capsule L'œil de la diète. Bonne semaine à vous!